Alga, vous qui êtes un partisan de la concurrence, un partisan du libre marché, alors l'intervention d'un politique sur un marché où il a absolument 0% du capital ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a vraiment que dans Orange, mais c'est quand même la troisième bande du billard, et puis la question de la concurrence pour le consommateur. Vous savez, dans ce domaine, moi, je crois que mon incompétence le dispute à mon ignorance, donc je ne sais pas si j'ai grand chose à dire. Je suis content que les gens s'occupent des télécoms. J'ai dit une fois chez vous, je crois que M. Montebourg ne reconnaîtrait pas un frigidaire d'une machine à laver, mais dans le domaine technologique, c'est un garçon charmant, mais il est juriste. Il n'est plus là d'ailleurs maintenant. Il n'est plus là, mais enfin, Macron, il est inspecteur des finances, mon Dieu, il doit pas savoir comment marche un téléphone. Ah, vous êtes un peu sévère quand même. Et donc, les déclarations de Macron, la manière dont il a mené cette loi Macron prouve quand même qu'il a un peu la tête sur les épaules et qu'il est totalement largué. Je ne dis pas qu'il est largué, je dis que c'est un domaine extraordinairement technologique. J'ai un frère qui vit en Suède et il ne passe plus par aucun des opérateurs suédois. Parce qu'il y a un gars qui peut arriver, qui passe par l'Internet dans Stockholm, tout est branché, et il ne passe plus par aucun Internet, et ses communications ont diminué de 90%. Le jour où ça arrivera, la dette de 40 milliards ne pourra pas être remboursée. Comment vous regardez la Grèce, Charles Gave? J'imagine que c'est un sujet qui vous parle davantage que les télécoms. Il semblerait, là, au moment où je vous parle, qu'on soit en train de connecter tout ce qui nous manquait pour arriver à une solution négociée dans la journée et pouvoir titrer demain dans la presse « Accord sur la Grèce, tout est réglé ». Tout est réglé. Ben oui. Accord politique, pas de Grexit. Il y aura donc 7 milliards d'euros qui sont attendus par les Grecs qui seraient libérés comme prévu. Et probablement le principe d'un troisième plan d'aide de l'Union européenne, de la zone euro, qui serait acté. Je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir sans vouloir... C'est ce qu'a dit Marc Toiti. Vous avez aujourd'hui une absence totale de croissance en Grèce. Non mais là c'est pas le sujet du jour. Bien entendu. Pour rembourser une dette, il faut quand même dégager des excédents. Oui. Il est hors de question qu'ils dégagent quelque excédent que ce soit. Ils ont des excédents primaires aujourd'hui. Donc, le problème, il faudrait monter peut-être un petit peu en arrière, revenir à la cause première. Quand la Grèce est voulu rentrer dans l'euro, qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe a envoyé des auditeurs qui ont signé que la Grèce avait 1,5% de déficit budgétaire. Le déficit réel était de 8%. Oui, mais je sais, mais ça, on la connaît l'histoire. Oui, on la connaît l'histoire. J'entends bien. Qui rentrent, on leur a fait croire qu'ils pourraient vivre avec le Deutschmark et la compétitivité de l'Allemagne. C'est un grand mensonge qui arrive à son terme. C'est pas ce que je dis, c'est que le mensonge continue. Ouais. Le mensonge continue. La Grèce, si vous faites tourner n'importe quel tableau Excel, est complètement incapable et de servir sa dette et de la repayer. Donc on continue à prêter de l'argent à des gens qui ne peuvent pas la rembourser. Oui. C'est-à-dire qu'on détruit de la valeur. Oui, mais on détruit de la valeur sans arrêt, sans arrêt. Et vous faites le malheur des Grecs en attendant. Ils vont rester avec 25% de chômage, ils vont continuer à être égorgés. C'est ce qui nous est arrivé en France pendant la période Rueff-Laval. Et ça nous a amené à des désastres, ensuite le Front populaire, les Allemands en France, etc. Alors, la Grèce est en train de perdre toute souveraineté, comme la France l'a perdue en 1940. Et puis voilà, quoi. Est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, on teste l'autre solution, qui est donc le défaut... On la testera inévitablement. Il n'y a pas d'autre... inévitablement. On ne peut pas... Quelqu'un qui ne peut pas rembourser sa dette ne la remboursera pas. Donc on ne discute pas du principe, on discute du timing. Bon, alors, mais là on est dans un timing un peu particulier. Il y a des élections en France en 2017, des élections en Allemagne. Il y a toujours des élections. Il y a toujours. Il y a un petit frémissement de reprise après 6, 7, 8 années absolument catastrophiques. On m'a dit 5 fois qu'il y avait une reprise, ici même d'ailleurs. En 2014, la reprise était là au début de l'année. En 2014, la reprise n'était pas là comme elle est aujourd'hui. Oh, ben écoutez, ici j'ai entendu que la reprise était là. Mais même si on diminue cette dette de moitié, ce n'est toujours pas jouable. Si le seul moyen c'est de l'annuler entièrement. Ben, évidemment, mais si vous l'annulez entièrement, pourquoi vous ne l'annulez pas pour les Italiens, pour les Portugais, pour les Espagnols? Et il ne faut pas oublier un point de détail, c'est que le 1000 milliards d'euros détenus dans les balances target par l'Allemagne, qui est le résultat des excédents commerciaux que l'Allemagne a eu sur le reste de l'Europe depuis 10 ans, si vous diminuez cette dette de moitié... Pas que sur l'Europe. Non, mais je parle de la balance target. Je parle pas des... C'est l'eurosystème, c'est cette espèce d'univers. C'est-à-dire ils ont eu 1000 milliards d'euros d'excédents sur l'Europe. Et donc si vous décidez que la dette espagnole, italienne vaut 50%, l'Allemagne prend une perte de 50%, ce qui fait 500 milliards. Cette dette est dans les fonds et dans les bilans de son système financier. Et donc le système financier allemand a des
à des capitaux de 350 milliards. Donc si vous diminuez la dette, si vous faites un write-off de 50% des dettes européennes vis-à-vis de l'Allemagne, le système financier allemand est en faillite le lendemain matin. Il faut le recapitaliser. Donc c'est pour ça que les Allemands, gueulent comme des ânes. Et je suis d'accord, mais ça veut dire bien sûr, mais je ne comprends pas pourquoi il doit payer pour les Grecs. Je pense qu'il faudra avoir le courage d'en arriver là. Si on a un problème au niveau du... C'est-à-dire qu'il faut que les Allemands payent. Les Allemands et nous, Charles Gave. Mais non, pas du tout, parce que ceux qui ont des excédents extérieurs, c'est les Allemands. D'accord. Donc les seuls qui doivent payer, l'Allemagne doit envoyer à peu près 5% de son PIB, année après année, dans la zone target pour pouvoir maintenir l'euro. C'est 2 fois les réparations allemandes après la Première Guerre mondiale. Bon. Il est hors de question que les Allemands travaillent comme des fous pour que les Grecs prennent des... Ça veut dire que la zone euro ne peut pas devenir une zone monétaire optimale. Mais c'est évident. On peut considérer que l'Allemagne... C'est évident, dit Charles Gave, que non. Allez-y, allez rapidement, Natacha, on va réagir Une des conditions aussi, c'est que les déséquilibres extérieurs de l'Allemagne se corrigent et se réduisent. Il faut que ça aussi... Vous avez déjà vu l'Allemagne avec des déficits extérieurs ? Moi, je pense que là, si vous voulez, au scénario plus sombre de Marc Toiti, à l'idée qu'un Grexit organisé serait possible. Je voudrais revenir à quelque chose qu'a dit Marc qui est intéressant, c'est l'idée d'aléa moral. Aujourd'hui, on est dans un monde où les banques centrales ont décidé que les marchés financiers ne pouvaient pas baisser. On met des taux d'intérêt à zéro, si vous voulez, ce que m'avait dit le gouverneur de la Banque centrale anglaise, Lord King, dans une réunion à New York. Il avait dit, le but, la politique des banques centrales est simple, c'est d'empêcher les marchés financiers de baisser. Oui, point barre, c'est la seule chose qu'on fait. Fort bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous repoussez le risque sans arrêt. Et quand le risque va se matérialiser, à force de ne pas vouloir prendre des petites claques à court terme, on va prendre une énorme claque à long terme. Mais quelque chose qui sera absolument gigantesque. Par exemple, vous me dites que la reprise démarre en Europe ou j'en sais rien. Tous les chiffres que je regarde aux États-Unis semblent indiquer que les États-Unis sont peut-être à la veille d'une récession. Pour l'Amérique, c'est particulier. Si les États-Unis rentrent en récession aujourd'hui, vous n'imaginez pas l'impact que ça va avoir sur le reste du monde. Parce que ça, c'est absolument inattendu. Ça veut dire que la politique monétaire des banques centrales, des taux zéro, de mettre de l'argent dans le système, etc. n'a plus d'effet. N'a jamais marché. Enfin, n'a jamais produit ce qu'on attendait. N'a jamais produit ce qu'on attendait. Donc on est dans un système où les banques centrales sont en train d'échouer partout. Elles sont en train d'échouer, sauf dans les pays qui ont dévalué de façon absolument gigantesque. Cette espèce de tentative de communisme, parce que c'est une tentative absolument communiste d'avoir un organisme central qui contrôle l'ensemble des prix des marchés par l'intermédiaire des taux de change et des taux d'intérêt, ne peut pas réussir philosophiquement. On a essayé avec l'Union soviétique, ça a raté. On est dans un système de contrôle des marchés par les banques centrales qui va rater. Et donc il me semble complètement insensé qu'on n'arrête pas de dire il faut empêcher la catastrophe la semaine prochaine. Mais la catastrophe, plus vous l'attendez, plus elle sera grave. Donc, il faut un jour ou l'autre faire face à la réalité. Il faudrait admettre un clash aujourd'hui plutôt que d'afficher un accord. Il faut simplement retourner à des prix de marché. Il faut retourner. On n'a plus de prix de marché, ni pour les taux de change, ni pour les taux d'intérêt. Comment voulez-vous qu'un entrepreneur s'y retrouve? Non, mais que l'entrepreneur ait du mal à s'y retrouver et qu'effectivement, en effet, il ne peut pas y avoir de croissance sur les enrichissement par le marché qui n'irrigue pas l'économie. La réalité, c'est que vous avez 2 sortes d'économistes. Les créationnistes, c'est-à-dire les keynésiens qui pensent qu'il y a un dieu tutélaire qui est gentil et qui crée de la richesse à partir de rien, et les darwiniens qui disent la création vient de l'entrepreneur. Nous sommes dans un monde totalement dominé par des créationnistes de nature religieuse. Ils n'ont plus aucune science. Il y a du communisme, il y a quand même les banques centrales. Les banquiers centraux aujourd'hui sont devenus des gens religieux. Ils croient à quelque chose qui s'appelle le keynésianisme et qui devrait marcher, mais ça ne marche pas, et ça n'a jamais marché. La question de France, c'est la question du rôle des banques centrales. Des banques centrales qui ont pris un rôle qu'elles n'auraient jamais dû prendre. L'idée de Wicksell rapprochez-vous du micro, l'idée de Wicksell en quelques mots, et on revient sur la Grèce. L'idée de Wicksell est assez simple, c'est que si vous maintenez les taux d'intérêt trop bas, ce qui se passe, c'est que les gens empruntent pour acheter des actifs existants. Donc si vous maintenez les taux d'intérêt trop bas, vous avez une hausse formidable de la valeur des actifs existants, qui a une rentabilité, c'est ce qui se passe. Donc pour avoir croissance, il faut maintenir les taux d'intérêt à un niveau où ça empêche les emprunts pour acheter les actifs existants et ça force les gens à créer des actifs nouveaux, qui auront une rentabilité plus forte que le coût de l'emprunt. Or, aujourd'hui, tout ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est à maintenir les taux d'intérêt trop bas, ce qui fait monter le prix des actifs existants, ce qui déclenche des bulles, des cracks, et dans les cracks, comme le disait Wicksell, du capital est détruit, ce qui fait que la croissance structurelle baisse.
puisque vous détruisez un capital monstrueux. Donc Wicksell, il y a à peu près en 1885, a parfaitement expliqué tout ce qui est en train de se passer, et c'est donc pas la peine de s'énerver en disant qu'on a besoin de nouveaux économistes, de nouvelles idées, de nouveaux ceci. C'est une politique monétaire débile. Les taux d'intérêt bas n'ont jamais créé de la croissance. Jamais. Toutes les périodes de taux d'intérêt bas ont amené à des baisses de la croissance structurelle et à des baisses de la productivité. Oui, la croissance structurelle. En même temps. Et il y a des baisses de productivité parce qu'il n'y a plus de capital nouveau qui est créé. Canaliser aussi l'épargne privée, les gens qui ont l'argent, ce sont les gens qui sont politiquement bien connectés. Donc on sait très bien que c'est jamais l'entrepreneur. Ça va être, vous allez monter un capitalisme de connivence, comme on en a la spécialité en France, qui ne nous amènera nulle part. C'est bien la seule façon de indépendante des l'indépendance des banques centrales, c'est pas forcément de la dette. Moi, je pense que ça devrait être de l'equity, mais alors ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Donc l'État possède l'ensemble des sociétés de croissance. On n'est pas rendu. Charles Gave, allez-y. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faut faire court. Je voudrais quand même en revenir à une idée centrale, c'est celle du risque. Il ne peut pas y avoir de croissance, comme l'a dit Marx, s'il n'y a pas de risque. Il y avait un grand philosophe du risque qui s'appelait Karl Popper et qui a montré que si on réduisait le risque sans arrêt, si on empêchait le risque de se matérialiser, il se matérialisait. Le risque ne diminuait pas, il se matérialisait d'un seul coup et de façon gigantesque quand les pouvoirs publics ne pouvaient plus l'empêcher. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, qui est celui d'après mai 68, où plus personne ne peut supporter un risque. Les pauvres, avoir un risque, ça les met dans un état second. La population ne peut plus, on est des assistés qui ne pouvons plus prendre un risque. C'est ce que pense le gouvernement. Je ne pense pas qu'ils ont raison, je pense que le peuple est tout à fait capable de prendre des risques. Mais les gouvernements ne sont plus capables. Conclusion, regardez Cameron. Cameron arrive, il vire 600 000 fonctionnaires. 2 millions d'emplois créés. Nous, on en embauche 100 000, 600 000 emplois créés, des détruits. Donc, si vous voulez, les gars qui prennent des risques sont réélus, les gars qui ne prennent pas les risques sont toujours battus. Donc le temps est venu pour les démocraties de reprendre des risques à nouveau au pouvoir. Il y en a assez de ces hommes politiques qui méprisent le peuple et pensent qu'il n'est pas adulte, que ce sont des enfants qu'il faut les empêcher de se faire mal. Enfin, certains ne le sont pas en France, parce comme on n'a pas de culture économique, c'est vrai que parfois on se pose la question. Mais on n'a pas de culture. Le peuple a la culture économique. C'est notre rôle. Les élites n'en ont pas. Le peuple a toute la culture économique que vous voulez. Natacha.